Dans cette vidéo, on va regarder un petit peu les arbitrages de septembre 2024 que je vais faire sur mon portefeuille Value. J'ai parlé dans une vidéo précédente de ma stratégie sur le portefeuille Value, l'objectif étant d'avoir une quinzaine de lignes orientées justement stabilité, résilience, pour venir compléter une poche d'allocation en ETF, dans l'esprit d'essayer de diversifier un petit peu les méthodes pour ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, même si tout le monde n'arrête pas de dire sur YouTube en ce moment qu'il suffit de faire du passif sur des ETF et que c'est génial. C'est vrai, dans les années qui se sont écoulées, ça s'est avéré extrêmement efficace, mais il y a quand même une règle d'or dans les placements, qui est de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. On ne sait jamais, c'est pas parce que ça s'est toujours passé comme ça que ça va continuer de se passer comme ça. Je vous renvoie vers l'excellent livre The Black Swan de Nassim Taleb, le cygne noir. C'est lui qui a vraiment conceptualisé le fait que il se passe toujours des choses imprévues qui ne s'étaient jamais passées auparavant. Exemple au hasard, la crise du Covid. Exemple au hasard, la crise des subprimes, etc., la guerre en Ukraine, etc. On peut en trouver beaucoup. Et ça, c'est ce qu'il appelle des Black Swans. Eh ben, on pourrait tout à fait imaginer un Black Swan sur les indices. On pourrait imaginer que pendant plusieurs années, le S&P 500 soit dans une tendance baissière. Et là, on sera très triste si on a mis 100% de notre assurance vie sur un ETF S&P 500. Alors évidemment, c'est un discours qui va un peu à contre-courant de tout ce qu'on peut trouver en ce moment sur YouTube, puisque d'un point de vue historique, c'est très efficace. Si on regarde les 10 dernières années, les 20 dernières années, les 30 dernières années, c'est extrêmement efficace. Mais si on se positionne dans un peu une stratégie comme celle que j'essaye d'adopter, de protection d'un capital à moyen terme, long terme, on n'a pas envie de s'exposer à 100% sur une seule stratégie, quand bien même elle a l'air d'être parfaite et très très forte. Donc je vais bien sûr moi-même avoir une partie de mon capital sur des ETF, mais je ne veux pas avoir tous les œufs dans le même panier. Donc j'ai un portefeuille value, j'ai différentes petites stratégies. Je suis en train de vous les expliquer au fil de l'eau sur les différentes vidéos que je publie sur la chaîne Cold Invest. Et aujourd'hui, comme on arrive bientôt à mon jour d'investissement mensuel, qui sera le deuxième vendredi de chaque mois, je suis en train de préparer les arbitrages que je vais faire pour septembre 2024. Et notamment, j'étais en train de m'occuper ce matin de revoir la liste de mes fameuses actions value. J'ai fait une vidéo dédiée où je vous ai exposé vraiment la base sur laquelle j'étais parti. Et en fait, à chaque mois, je vais la regarder pour m'assurer que tout va bien. Et il y a justement déjà des ajustements que je veux faire. Pourquoi ? Parce que là, on est pile au moment, en septembre 2024, où le luxe, le secteur du luxe est en train de se prendre vraiment une grosse raclée. Il y a déjà LVMH qui était vraiment pas très en forme, on va dire, depuis cette année. Là, hier, c'est Hermès en bourse qui a perdu 6% d'un coup. Il y a Kering qui se fait rétamer là, depuis à peu près 2 ans, qui a perdu presque 40% de sa valeur si je ne m'abuse. On va regarder justement ce secteur du luxe un petit peu en détail dans cette vidéo et ça va donner lieu pour moi à un arbitrage dans mon portefeuille value parce que j'avais quand même 5% du portefeuille qui était ciblé sur LVMH. J'ai déjà des actions LVMH. Qu'est-ce que je vais faire ? Je me pose la question. Est-ce que je garde LVMH ? Est-ce que je vends toute la ligne ? Est-ce que je réduis ? C'est la question qu'on va se poser ensemble aujourd'hui. Avant de regarder le détail de mon portefeuille value, on va justement faire un petit tour d'horizon sur le secteur du luxe. Et je vais passer en weekly pour qu'on ait des tendances plutôt long terme. Et on va se positionner à partir de 2022. Voilà, c'est pas mal, on a à peu près 2 ans, on a un petit peu plus de 2 ans et demi sous les yeux. Alors effectivement, si on prend vraiment une tendance très long terme, si je remonte une dizaine d'années, LVMH évidemment a fait une croissance très très puissante, très forte. Mais si on prend les dernières années, 2022, on voit que là, on est revenu aujourd'hui même, on est au niveau justement de juillet 2022, donc on a perdu 2 ans. Donc là, on a fait du surplace, là, toute la croissance qui avait été faite a été un peu perdue. Et vous voyez qu'on a même une tendance très inquiétante du point de vue technique, puisque là, on est en weekly, donc plutôt long terme, et le cours
a cassé sa moyenne mobile long terme. Là, en violet, vous avez la moyenne mobile 200 jours, qui représente grosso modo une année en moyenne mobile. Et en orange, c'est la moyenne mobile 20 jours, donc plutôt court terme. Là, on a le cours qui est en train de descendre nettement sous la moyenne mobile 200, ce qui va tirer la moyenne mobile 20. Et on voit bien qu'on est en train d'arriver dans une zone où la moyenne mobile court terme va casser la moyenne mobile long terme. Ce qui est très mauvais, c'est ce qu'on appelle une death cross, et c'est ce qui peut amorcer une tendance baissière à long terme. Sachant que là, je suis en weekly. Si je passe en daily, c'est déjà fait. On a déjà cassé la death cross, on a déjà touché une death cross en juin dernier. Voilà, on est en train de casser les différents supports que j'avais notés. J'avais noté un support à 660 €, on l'a cassé en juillet. Donc là, bon, clairement, du point de vue technique, on rentre dans une zone où il fait pas bon acheter LVMH, parce que clairement, tout indique que cette tendance va se poursuivre. Donc voilà, c'est pas un bon momentum, on va dire. Et là, on a quand même de grandes chances que l'action continue de descendre. Alors après, il y a des raisons fondamentales également qui peuvent venir expliquer tout ça. Il y a notamment une baisse très notable de la consommation du luxe en Chine. Il y a des luttes contre la corruption en Chine qui font qu'il y a moins d'achats des produits d'LVMH en Chine. Il y a également une chute du yen, donc beaucoup de Chinois qui vont au Japon pour acheter des produits de luxe qui sont beaucoup moins chers pour eux quand ils vont au Japon, grâce à la conversion des monnaies et du yen qui est très faible. On voit également même pas que LVMH qui souffre, c'est vraiment tout le secteur du luxe qui est complètement dans la tourmente. Si on prend Hermès, donc quand même Hermès, une valeur incroyable du luxe avec une action à presque 2000 €. Pareil, avec une croissance phénoménale sur le long terme. Hermès, hier, donc là je suis en weekly, mais voilà, là hier il y a eu vraiment une gifle très forte. Voilà, ça c'était le 4 septembre. Donc là, en 2 jours, on a perdu 10%. Voilà. L'action a perdu 10% en 2 jours. Et pareil, en daily, on a eu une death cross, on est remonté. Bon, on va voir ce qui se passe, mais bon, il y a quand même une volatilité assez inquiétante sur le luxe. Alors après, on peut prendre aussi les grands perdants du luxe, Kering, qui est pareil, alors pour des raisons plus spécifiques à Kering, mais là c'est carrément la cata. L'action est en dégringolade depuis, grosso modo, on va dire que c'est depuis janvier 2022, donc là ça fait carrément une tendance baissière depuis 2 ans. Donc là c'est très mauvais, Kering. Donc voilà, là vraiment le secteur du luxe, c'est pas le moment de mettre ses billes dedans, en tout cas dans un point de vue d'analyse technique et de momentum. Donc c'est une vraie question, puisque donc là on va maintenant regarder le fameux portefeuille value. Donc j'ai mon petit dashboard de préparer, on l'avait un petit peu vu dans la vidéo précédente, mais là j'ai un petit peu préparé les colonnes intéressantes pour regarder un peu la stratégie ensemble, et on va se poser cette question de qu'est-ce qu'on fait comme arbitrage, avec comme question majeure la ligne LVMH qui était à 5% dans la dernière vidéo. Donc comment se lit ce tableau? Je vais peut-être zoomer un petit peu, ce sera plus agréable à l'écran, voilà. Donc on a le titre ici. Alors première règle, je ne dois avoir que 15 lignes normalement, là il y en a 18. On va voir justement parmi les arbitrages, on va devoir solder des lignes. Alors il est un peu en construction, comme je t'expliquais, c'est pour ça que pour l'instant il n'est pas encore parfaitement calé. Ensuite on a un secteur ici, donc on va essayer de viser des répartitions assez cohérentes pour les secteurs, et on a des géos, donc c'est les pays un peu principaux des actions, même si la plupart de ces actions ont une visée internationale. Et ensuite on a la cible, donc c'est vraiment la colonne E qui va nous intéresser aujourd'hui, parce que ça c'est la cible en proportion de ce qu'on veut accorder à cette action dans ce portefeuille. Donc typiquement LVMH, donc là je l'ai déjà descendu à 2, spoiler, il était à 5, et on va voir un petit peu ce qu'on va faire. Ensuite on a le cours de l'action, la variation depuis la dernière clôture de cette action,
Et surtout, alors après là vous avez en pourcentage la proportion de cette ligne dans mon portefeuille à date. Donc vous voyez que je suis très loin d'avoir atteint ma cible globale de ce portefeuille. C'est tout nouveau pour moi, hein. Je démarre ça, en fait j'ai commencé à préparer ça cet été, donc je suis pas du tout calé dans les proportions. Il y a beaucoup de lignes qui sont à zéro parce que j'ai pas ces actions, et puis il y en a qui sont complètement hors des clous, hein. Netflix qui est à 25 alors qu'il devrait être à 6, Amazon qui est à 28 alors qu'il devrait être à 6, etc. Tout ça, ça va être équilibré le mieux possible lors de mon prochain Rebalance Days qui aura lieu en octobre. Et donc là, j'ai le delta en pourcentage, donc quand c'est rose fuchsia, c'est que c'est prioritaire parce qu'il y a un gros décalage. Et surtout, et c'est ça que je voulais aussi préciser, la colonne T, Past Perf, c'est mon fameux indicateur, mon critère objectif, qui est le plus important pour décider de ce que je fais dans ce portefeuille. Past Perf, c'est une moyenne pondérée qui utilise les 3 indicateurs qui sont là, qui sont en fait la performance passée de l'action sur 5 ans, sur 3 ans et sur 1 an. Ça repose sur la théorie du momentum, j'en parle très souvent, qui a été démontrée par pas mal d'études. Et cette théorie, pour rappel, montre que quand une action performe bien dans le passé, elle a de fortes probabilités de continuer à bien performer dans le passé. Et inversement, quand elle performe mal dans le passé, elle a une grande probabilité de continuer à mal performer dans le futur. J'ai dit dans le passé tout à l'heure, mais c'est dans le futur. Vous avez compris, il y a une forme un peu de miroir qui augmente en fait les probabilités quand on observe ces tendances. Donc moi, ce que j'ai fait, vu que je suis dans une vision long terme, c'est que je calcule cette moyenne past perf en accordant un poids de 50% à la performance de l'année dernière, de 30% à la performance des 3 dernières années et de 20% à la performance des 5 dernières années. Donc ça vous donne un indicateur vraiment d'une grosse tendance long terme avec un peu plus d'importance à la performance récente qu'à la performance ancienne, mais la performance ancienne des 5 dernières années, elle a quand même une influence sur ce score. Donc ce score, il est très important pour moi, il est crucial, puisque premièrement, si une ligne devient négative dans la valeur passe-perf, je dois la sortir du portefeuille. Là par contre, j'ai pas le choix, j'ai pas le droit de m'accrocher à la portefeuille. Par exemple, si LVMH était négative, là j'aurais pas de débat, je devrais la vendre complètement. Parce que je pars du principe que cet indicateur, voilà, je reste dans la logique momentum. Si cet indicateur devient négatif, c'est un très mauvais signal long terme, et la probabilité que les années qui suivent, ça reste négatif est grande, donc out. Ça, c'est la logique. Maintenant, évidemment, je vais tenter d'avoir des past perfs les plus élevés possibles. Toujours pareil, dans l'autre sens, hein, plus ce score est élevé, plus la probabilité que ça continue de monter dans le futur est grande. Et je vais être vigilant quand je vais tomber en dessous des 10% et encore plus vigilant quand je vais tomber en dessous des 5%. Et comme vous pouvez le voir, c'est le cas d'LVMH. Le past perf d'LVMH, c'est le seul du portefeuille qui est en dessous de 5%. C'est pour ça qu'il est coloré un peu en orange clair là. Il est à 3,41, donc c'est assez inquiétant, c'est-à-dire qu'on commence à se rapprocher dangereusement des zéros. Et là, je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vends LVMH ou pas? Donc, long story short, on va reprendre l'action LVMH. D'un côté, j'ai pas envie de m'attacher émotionnellement à une action. D'un autre, LVMH a des excellents fondamentaux. C'est une société très très bien diversifiée dans les différents secteurs du luxe, que ce soit dans le champagne, dans les montres, voilà, dans la haute couture, etc. C'est vrai que sur le principe, ça m'embête un peu de solder complètement les actions, et donc je me suis vraiment posé la question. Donc là, effectivement, la tendance qui s'amorce, comme je le disais en début, elle n'est pas très rassurante. Par contre, si on regarde du point de vue long terme, c'est vrai que c'est une action quand même qui réussit à rebondir dans les phases un peu difficiles et qui en général rebondit très bien. Donc on voit qu'il y a eu des décrochages. Là on était par exemple au Covid, après une remontée très forte, bon ça a été assez classique. Ensuite il y a eu l'année 2020-2022, pareil, remontée très forte. Si on remonte un petit peu plus loin dans le passé, ici voilà, c'était peut-être un peu moins net, mais 2018, voilà, il y a eu un décrochage qui a duré de septembre 2018 jusqu'à janvier 2019, donc on voit que c'est quand même plusieurs mois, hein, un trimestre complet, et puis une remontée vraiment très nette ensuite. Donc
voilà, c'est quand même une action qui est quand même capable de repartir. Par contre, il y a quand même un signal inquiétant, c'est que vous voyez là, je suis en weekly, et depuis 2016, donc ça va faire 10 ans quasiment, la moyenne mobile court terme en weekly était toujours nettement au-dessus de la moyenne mobile long terme. Ça, c'est le signe d'une tendance haussière. Et ce que je disais en début, c'est ça qui m'inquiète. C'est cette fameuse courbe orange qui est en train de se diriger vers la courbe violette. Et ça, c'est nouveau. En weekly, ça n'était pas arrivé depuis 10 ans. Donc, pour le dire en français, ce que j'estime ici avec cette analyse technique, c'est que la probabilité qu'on rentre dans une phase baissière long terme, elle est non nulle, voire elle commence à être importante. Conclusion, j'ai vraiment hésité longtemps. Normalement, je devrais sortir l'action, je pense. Mais voilà, je suis un être humain et j'ai probablement un biais qui m'influence dans le mauvais sens du terme. J'ai envie de lui donner une chance quand même à LVMH. Donc ce que j'ai décidé de faire, comme vous avez vu tout à l'heure, c'est qu'au lieu de la faire sortir complètement, je la passe à 2% du portefeuille. Donc j'avais 8%, dans la version précédente, j'étais à 5% de luxe. Et je me suis dit que d'une part, bon, il y avait la question sur LVMH, et d'autre part, j'avais envie d'accorder un peu plus de poids au luxe au global, donc 8. Et j'ai commencé à chercher ce que je pouvais ajouter à côté d'LVMH, parce que d'un autre côté, je me disais, j'ai que LVMH, donc là, du point de vue diversification dans le secteur du luxe, bah, c'était pas terrible, j'avais qu'une seule action. Et après investigation, comme je vous le montrais tout à l'heure, quasiment toutes les valeurs du luxe en ce moment, elles sont un peu en berne, mais je suis tombé sur une valeur assez connue, assez réputée, Essilor Luxottica, qu'on peut classer dans le luxe, puisque c'est vraiment des montures de lunettes qui peuvent être considérées un peu luxe, mais en même temps consommation essentielle. Et je trouve que c'est vraiment un très bon complément, parce que pour le coup, Essilor est moins cyclique, moins soumis au luxe en tant que tel, parce que c'est des lunettes, des verres optiques, et donc il y a un côté bien de consommation essentielle, et l'action performe extrêmement bien. Alors là, vous voyez, on est complètement dans une autre ambiance, on est toujours sur la même échelle. C'est l'inverse total, c'est-à-dire qu'on a fait une Golden Cross en 2020, donc ça va faire 4 ans qu'on est en tendance haussière très belle long terme. Et alors là, par contre, le graphe est très très beau et très encourageant. Donc là, on est vraiment dans une logique de croissance long terme. Et puis si on regarde vraiment à très long terme, si je reviens 20 ans en arrière, on a une progression super intéressante pour Essilor Luxottica. Donc je vais faire rentrer Essilor Luxottica en septembre. Ça se traduit, tout ce qu'on vient de voir sur ce graphe, avec un score de past performance de 28%. Donc ça fit complètement avec la stratégie du portefeuille. Et ça va très bien pondérer ce petit problème avec LVMH. Donc en gros, pour résumer sur le secteur du luxe dans mon portefeuille, Essilor va rentrer dès vendredi prochain, qui sera mon jour d'investissement de septembre. LVMH va se réduire un petit peu lors de mon prochain Rebalance Days, parce que j'ai pas le droit de vendre avant les Rebalance Days. Et donc en octobre, on aura une vraie harmonisation de ce portefeuille, parce que là je pourrais vraiment vendre les lignes et rééquilibrer complètement. Et je referai une vidéo en octobre où vraiment on regardera l'état des lieux de ce portefeuille. Mais ça va être assez intéressant. Et du coup, LVMH, je lui donne 6 mois finalement, puisque j'ai le droit de vendre mes lignes que lors des Rebalance Days. Et le prochain Rebalance Days aura lieu en avril 2025. Donc on verra. Si jamais en avril 2025, ce fameux past performance est négatif, bah là j'aurai plus le choix et je vendrai complètement LVMH. Donc voilà, un peu à l'épreuve du feu, la théorie là, confrontée au réel. Ça va être intéressant, puisque toutes les vidéos que je publie depuis l'ouverture de la chaîne cet été, je vous expose toutes les théories et toutes les stratégies auxquelles je suis arrivé. Mais pour la grande majorité, j'ai pas encore vraiment tout expérimenté. Je suis en train petit à petit de le faire. Donc je pense que ça va être très intéressant d'utiliser cette chaîne YouTube un peu comme un journal d'apprentis investisseurs, on va dire. Et si vous voulez suivre avec moi, vous pouvez vous abonner, vous êtes bienvenus. Voilà pour le luxe. Et le dernier équilibrage que je vais faire, je me suis posé la question, toujours pareil. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trié mes lignes
par passe performance, de la plus petite à la plus importante, et j'ai regardé celle qui était un peu faible. Et donc j'ai une question sur Nextera Energy et Home Depot. Home Depot, pareil. Donc Home Depot, le but c'est de venir compléter la ligne consommation. C'est aux États-Unis des magasins de bricolage, donc c'est indexé en gros sur l'immobilier américain. Mais je trouvais ça un peu faiblard, je me suis posé la question et après quelques recherches, j'ai trouvé une société que je trouve très intéressante qui s'appelle Costco. Elle m'a encore été recommandée par ChatGPT, je vais pas vous mentir. Et alors Costco, ils ont un modèle économique assez innovant. En fait, c'est un système d'abonnement, donc c'est des magasins en gros aux États-Unis, et pour y aller, vous devez vous abonner. Ça doit être un peu comme Métro, je pense, en France. Et grâce à cet abonnement, vous avez accès à des promotions, à des prix moins chers. Et donc, il y a un revenu récurrent qui vient pour la société. Et regardez ce que ça donne en bourse. C'est pareil, c'est assez ouf. Et donc là, on est même carrément dans un MAD. Alors si vous avez vu ma vidéo sur le MAD, on est dans un MAD weekly. Donc là, c'est carrément l'indicateur qu'il faut investir. Si je repasse en daily, là, il n'y a pas de MAD, mais tendance super belle. On a une Golden Cross qui a été franchie en 2023, en mai dernier. Donc ça va faire un peu plus d'1 an. Et vraiment super belle tendance. Donc très 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 intéressant. Si on compare avec Home Depot, c'est pas du tout la même gueule. Là vous voyez la volatilité, déjà rien à voir. Ça n'arrête pas d'osciller, les courbes des moyennes mobiles n'arrêtent pas de se croiser. C'est beaucoup moins encourageant, on va dire. C'est beaucoup plus faiblard. Donc là pour le coup, la target. Et puis oui, ça se traduit évidemment. Costco, vous voyez, on a un pass perf de plus 77%. C'est énorme, super encourageant. Donc si je retrie par secteur, ça va être plus facile à suivre. Donc voilà, j'avais Procter & Gamble que je vais garder. Donc là, c'est vraiment plein de produits de grande consommation qu'on a même en Europe, dans nos magasins, dans nos supermarchés. Avec un pass perf à 10, voilà, donc c'est bien. Et donc là, la target, c'est de solder complètement Home Depot. Elle, pour le coup, elle va sortir, et au profit de Costco. Donc on aura 3% sur Costco qui viendra remplir Home Depot. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc je vous recommande de regarder Costco, ça a l'air d'être une action très intéressante. Safran va complètement sortir. Là, une très bonne performance, mais pourquoi je la sors? Tout simplement parce que après réflexion, je ne trouve pas pertinent d'avoir du secteur aérospatial dans ce portefeuille. Voilà. Je considère que ce secteur n'est pas prioritaire, et comme j'ai que 15 lignes, je fais sortir Safran. Voilà, et après il me reste une dernière ligne à faire sortir, parce que si je fais sortir Safran et Home Depot, ça fait -2, sauf que j'ai 18 lignes ici, si je ne m'abuse. On va vérifier. Voilà, 18, donc 18 -2, 16, il en reste encore une à virer. Et donc là, vous voyez que normalement, en toute logique, je devrais virer LVMH. Mais comme j'ai expliqué, j'ai envie de lui donner une deuxième chance, donc je le garde pour 6 mois. Et a priori, c'est plutôt Nextera Energy que je ne vais pas prendre, parce que j'avais prévu de prendre 4% dessus. Pour l'instant, je ne l'ai pas, elle est à 0 dans le portefeuille, mais elle a une passe performance assez petite. Elle était là parce qu'elle permettait de compléter le secteur de l'énergie avec une exposition aux énergies renouvelables. Je me dis que ça peut attendre. Elle a une passe perf en dessous de 10, j'ai trop de lignes, peut-être que dans 6 mois je vais vendre LVMH, peut-être que ce sera le moment où Nextera Energy rentrera. Donc target 0% ici, elle va sortir, ça m'amène à 96 au total, il me reste 4 points à allouer. Donc en termes de target, pour l'instant j'ai 36% de tech, donc ça c'est vraiment la cible, c'est pas le réel, 15 en santé, 8 en luxe, 15 en industrie, 5 en finance, énergie 6. Donc c'est l'énergie qui a pas mal perdu. Conso à 7, je vais peut-être pouvoir monter la conso un peu, ça pourrait être intéressant. Parce que 3% finalement là, vu son passe perf, on pourrait le monter. Donc on va faire peut-être 5 et 5 ici, pour avoir 10% au total en consommation. Il me reste un point plutôt en énergie, et en énergie du coup j'ai qu'une seule ligne, c'est Schneider Electric qui est à 6. Alors on va utiliser le pass perf, vous voyez un peu l'approche,
l'approche pour arbitrer. J'essaie de me baser à la fois sur les secteurs et sur le pass performance. Donc là, j'ai un point à rajouter. Costco, donc d'ailleurs, il est dans le top 3, hein, Costco, hein, donc il mérite d'être plus fort. Je me demande si je vais pas le passer à 6, mais l'énergie ne serait qu'à 6, divertissement 6, finance 5, c'est Visa, le luxe est à 8, ça m'a l'air pas mal, hein. Je vais peut-être remettre un point à Costco, il mérite peut-être d'être à 6% vu sa passe performance. Je vais peut-être faire ça, hein. Énergie 6. Ouais, allez. On va dire qu'on va s'arrêter là-dessus. Et là, je dois être assez clean maintenant. Voilà, énergie 6%. Donc on va rezoomer là-dessus pour terminer. En termes de secteur, ça nous donne ça. Comme target pour septembre 2024. 15% en santé, 35% en tech, plus les 6% de divertissement qui sont Netflix. Hein, donc je suis quasiment à 40% en tech. Parce qu'en vrai, Netflix, on pourrait le considérer tech également. Consommation 11, donc on a boosté un peu la conso, mais avec une très très bonne valeur, bien meilleure que Home Depot a priori. En plus, elle est plus diversifiée, c'est pas que le bricolage. Donc je trouve que c'est assez intéressant dans la logique de ce portefeuille. Énergie 6%, c'est juste Schneider Electric, hein, a priori. Ouais. L'industrie 14, donc en industrie on a Siemens, et c'est tout. Ça me paraît bizarre. Non, ouais, parce que je les ai pas triés pareil. J'ai Air Liquide et Siemens, voilà. Et le luxe, donc 8, avec un rééquilibrage où LVMH descend significativement à 2%, et Essilor, qui doit être un peu plus haut, qui prend 6%, voilà le luxe. Finance, c'est Visa, et puis la santé, on a toujours Eli Lilly, bien sûr, à 10%, parce qu'elle a une passe performance de ouf, hein, c'est la numéro 1, 216%, et on a Merck & Co sur la santé à 5%. Voilà pour un peu l'équilibrage, la target, donc ça va être intéressant de suivre ça. On verra ça surtout en octobre. Je ferai une vidéo en octobre parce que ça va être le Big Rebalance Days, donc là je vais vendre plein de choses, je vais solder plein de lignes déficitaires et je vais rééquilibrer tout ça en priorité. Donc ce sera intéressant de voir. Et puis je vais commencer à travailler sur un tableau de corrélation entre ces lignes. Ça va me prendre un peu de temps, parce qu'il va falloir que je prenne les cours de bourse sur le passé, et que je calcule les corrélations des cours entre elles, faire une petite matrice. Je pense que ce sera super intéressant de regarder ça et de voir si ça ne nous donne pas un nouvel indicateur pour affiner encore, pour essayer de décorréler nos lignes, peut-être qui pourraient être trop corrélées. Par exemple, je sens le truc gros comme une maison, on va voir que Netflix, il est corrélé à Amazon, à Apple, à Microsoft, parce qu'en fait, il est plus tech que divertissement. Voilà, c'est ce genre de choses. Et ça nous apportera en fait un deuxième prisme par rapport à cette répartition sectorielle. Voilà, on essaiera d'avoir des blocs de lignes qui sont pas trop corrélés entre elles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, qu'elle vous a plu. Donc en gros, la reco, c'est faites attention au luxe en ce moment. On est quand même dans une zone à forte turbulence, une tendance baissière long terme qui s'amorce pour beaucoup de valeurs du luxe. Et si vous voulez un petit peu protéger votre exposition au luxe, le conseil qui semble vraiment intéressant, c'est Essilor Luxottica, qui reste quand même attaché au luxe, mais aussi à la consommation de biens essentiels, et qui a une très très bonne performance en bourse, donc c'est très intéressant. Et pour la consommation, la petite recommandation de cette vidéo, c'est de regarder Costco, côté au Nasdaq, sur le marché américain, c'est de la vente en gros, avec un système d'abonnement et des revenus récurrents, et un cours de bourse super puissant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des idées ou si vous avez des suggestions ou des remarques sur peut-être les vidéos que j'ai fait ou sur des vidéos futures que vous aimeriez que je fasse. Un petit like, ça coûte pas cher, c'est sympa et ça booste un petit peu la visibilité de la vidéo. La chaîne vient de démarrer, donc j'ai besoin de votre aide. Donc si vous appréciez cette chaîne, n'hésitez pas à m'aider et à partager la vidéo. Merci beaucoup et à plus sur Cold Invest.